Voilà, alors, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes très heureux d'entamer cette séance Zoom, la nouvelle version du Café Peggy, qui nous est imposée par les circonstances. Bien sûr, nous regrettons tous l'ambiance de la brasserie Lip avec son fond sonore de cliquetis, de tasses, de verre et ses brouhahas sympathiques et les voitures dans le boulevard Saint-Germain. Mais l'important, c'est quand même de maintenir le lien, de continuer nos activités et aussi peut-être d'essayer de laisser une trace pour ces rencontres éphémères qui désormais sont enregistrées, si tout marche bien, de manière audio et vidéo, de sorte qu'on pourra revoir ces séances sur la chaîne YouTube de l'Amitié Charles Péguy, qui a donc été créée il y a quelques mois de cela, et sur laquelle vous pouvez voir déjà quelques enregistrements de café anciens. Alors aujourd'hui, nous accueillons Robert Churlot, dont je vous montre le visage, que nous connaissons bien, qui est un membre fidèle de l'Amitié Charles Péguy, qui est déjà intervenu à de nombreuses reprises dans le cadre des cafés de la brasserie Lip. Il est professeur de lettres au Collège des Bernardins. Et il nous fait à chaque fois partager avec beaucoup de chaleur sa passion pour la littérature française et cet éclairage bien à lui qu'il s'est donné au texte de Péguy. Donc aujourd'hui, il va nous parler de trois grands noms, trois classiques de notre littérature, Péguy, Corneille et Racine. Pour l'accompagner, eh bien, nous serons deux voix qui tenteront de porter les textes de Péguy et de Corneille et de Racine. Donc, Violaine Barthélémy, que vous connaissez bien, puisque c'est elle qui a initié nos cafés Péguy et qui est toujours fidèle au poste, et puis moi-même, qui la seconderai dans cette tâche fort agréable. Voilà. Alors aujourd'hui, notre séance est ouverte, bien sûr, aux habitués des cafés Péguy, aux membres de l'association, à tous leurs amis, et également aux membres de la Fédération des maisons d'écrivains, à laquelle nous sommes affiliés en tant qu'association, et dont certains peut-être nous rejoindront pour écouter cette séance. Et ils seront bien sûr les bienvenus. Alors, je vous rappelle que pour la qualité technique de l'enregistrement, il est mieux que vous coupiez votre micro et ce sera seulement à l'issue de la prise de parole de Robert, lorsque nous échangerons, que vous pourrez éventuellement le rallumer si vous désirez intervenir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié et donc je vais passer maintenant la parole à Robert. Eh bien, bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue sur cet espace numérique à vous, amateurs fidèles de Péguy, et aussi aux amateurs de Corneille et de Racine qui nous rejoignent. Le contact se fait entre nous donc grâce à des appareils électroniques et notre référence commune, Charles Péguy, ne devrait pas y trouver à redire. Alors, comme vous avez pu le constater avec mes précédentes interventions, j'aime bien les confrontations. Après Apollinaire et Hugo, voici aujourd'hui une double mise en présence, celle de Corneille, celle de Racine, qui, depuis la Bruyère et sûrement avant, étaient comparées. Rassurez-vous, je ne ferai pas de classement, ni même de choix, Péguy ayant délibérément placé l'auteur de Polyeucte au-dessus de tous. Nous verrons pourquoi. En préparant mon travail sur Péguy et Hugo, je m'étais bien sûr plongé dans Victor-Marie Comte Hugo, dont le titre à lui seul est un rappel du Cid, à moi compte 2 mots, et j'avais constaté que Corneille et Racine occupaient une place importante, plus d'une trentaine de pages, bien au-delà du titre, par conséquent, du titre Victor-Marie Comte Hugo. Comme amateur de Corneille et de Racine, n'ayant jamais pu marquer une préférence pour l'un ou pour l'autre, cela m'avait intrigué, puis intéressé, et enfin poussé à proposer ce sujet aux organisateurs du Café Péguy, ce que gentiment ils ont accepté et ce dont je les remercie. Grâce au très précieux index élaboré par Robert Burac et contenu à la fin du tome 3 des œuvres complètes en prose de Péguy, dans la bibliothèque de la Pléiade,
Les références à ces deux grandes dramaturges se sont révélées très enrichissantes, au-delà même de ce que peut aborder cette cause. Alors, nous parlerons d'abord de la place réservée à ces deux auteurs dans l'enseignement des lettres à la fin du XIXe siècle et de la méthode d'analyse. Nous nous intéresserons ensuite à la théâtralité de ces deux dramaturges, telle que la conçoit Péguy, puis nous aborderons la question de la grâce, si inégalement reçue par leurs personnages, pour terminer par la place capitale de Polyeucte, la pièce, dans la réflexion morale et religieuse de Péguy. Péguy est l'enseignement des lettres à la fin du XIXe siècle. Depuis le XVIIe siècle et jusqu'en 1968, les auteurs de ce grand siècle ont eu une position dominante dans l'étude de la littérature française. Je me rappelle ainsi que dans les années 60, 1960, de la classe de quatrième jusqu'à la classe de première, il y avait chaque année une pièce de Corneille, une pièce de Racine et une pièce de Molière, si bien qu'on était tout heureux de découvrir Marivaux, Beaumarchais, Victor Hugo, Giraudoux ou Claudel. Et nous étions, et Péguy a dû l'être également, comme le montrent les programmes de l'instruction publique de son époque, abreuvés de littérature classique, car on ne parlait pas encore à l'époque de littérature baroque. Le très beau livre de Jean Rousset ne touchait que le monde universitaire et encore pas toutes les facultés. Cette domination, donc, voire cette hégémonie du théâtre classique, ne semble pas avoir traumatisé Péguy, moi non plus d'ailleurs. J'ai appris comme lecteur adulte à savourer ces textes, notamment les pièces moins connues de Corneille, comme Nicomède ou Suréna, ou les cantiques spirituels de Racine. Écoutons notre auteur dans le texte de présentation et de lancement de son poème Ève, parler de sa relation au classique. Violette. Péguy se retrouve ici intégralement et tout d'un coup ce qu'il est, un classique. Et non point un classique de la deuxième génération, de la génération de Racine, d'Euripide, mais un classique de la première génération, de la génération de Malherbe et de Corneille, de Molière, de Pascal, de Bossuet, d'Eschyle, de Sophocle. Cette absence de cimentation, de sémentation artificielle, de liaison rapportée qui a peut-être été portée à son maximum par Eschyle et à sa limite et à son point de perfection dans les Cèdres contre Thèbes, et qui se retrouve exactement la même dans Monseigneur de Poursognac et dans la Comtesse d'Escarbagnac, reparaît ici intacte et naturelle après 2 siècles de romantisme. Et il faudrait peut-être dire après 2 siècles et demi, s'il est vrai qu'il faille faire commencer le romantisme aussitôt après la dernière comédie de Marivaux, mais sensiblement avant la dernière tragédie de Corneille. Voilà, une belle leçon d'histoire littéraire et de mise en relation du théâtre antique, dont nous reparlerons ultérieurement, avec le théâtre classique, pour expliquer autrement la situation de Péguy. Nous savons que la division en grandes tranches historiques, en mouvement, en école, est toujours une affaire délicate. Et là, notre auteur voulait mettre en évidence le fameux départ ex abrupto en falaise qui donne comme la frappe d'entrée des grandes œuvres classiques, comme il l'écrit quelques lignes plus haut. Le texte, je ne vous l'avais pas dit, c'est un texte qui est écrit par Péguy lui-même sur son grand poème Ève, et il en profite donc pour se situer lui aussi dans cette lignée. La rencontre des classiques, des auteurs classiques. On va admettre que quand je dis auteur classique, je pense à la période qui va de, disons, la prise de pouvoir par Louis XIV, même un peu avant, disons, jusqu'à 1700, 1720. Voltaire dit que le classicisme continue encore, et il a raison, parce que c'est aussi un auteur classique, jusqu'aux années 1760-70. Voilà. La rencontre avec les classiques, c'est surtout les auteurs du siècle de Louis XIV. Elle se fera donc à l'école normale avec les cours de Gustave Lançon, dont Péguy fait un portrait acide dans l'Argent Suite. Qui n'a pas connu la douceur de Monsieur Lançon ignore ce que c'est que du vinaigre sucré et du fiel en confiture.
j'ai encore dans l'oreille la douceur avec laquelle M. Lançon commença de parler de Corneille, essaya de parler de Corneille. Tout le monde comprenait bien que si Corneille se fâchait, ce serait lui, Corneille, qui serait dans son tort, qui aurait mauvais caractère, qui se serait mis dans son tort. La douceur de M. Lançon était désarmante. Il prononça d'abord ce nom de Corneille sans colère apparente, sans ressentiment, avec la même tendresse, aussi patiemment qu'il avait publié tous les autres noms. C'était bien le même chapelet. Pourquoi fallut-il que ce grain fût si gros? Ouais. C'est vraiment du fiel répondant à du fiel. J'avoue ne connaître des livres de M. Lançon que son art de la prose, qui décrit assez bien le style des auteurs, notamment du style de Louis XIII et Louis XIV, mais Péguy ne doit pas supporter cet enseignement universitaire trop positiviste. Mais l'histoire de la littérature de Gustave Lançon et Paul Tuffreau, elle a quand même fait office très longtemps, au moins jusqu'aux années 1950, pour être remplacé par le célèbre Lagarde-Michard, qui pour la première fois proposait des textes, alors que dans l'histoire de la littérature de Lançon, il y en a très peu. Le dernier problème que je voudrais aborder, celui de l'explication de texte. Problème qui hante tous les professeurs de lettres et qui m'a hanté, moi, comme les autres. Nous aurions bien voulu nous contenter de lire les textes sans les commenter, mais il faudrait alors réformer les épreuves du baccalauréat, le commentaire composé à l'écrit, la lecture méthodique à l'oral. Nous n'avons plus le temps ni la possibilité. Si on se réfère au texte de Péguy, son explication de texte, ce devait être assez consternant, en tout cas à ses yeux. Voici ce qu'il en dit par ce très beau texte sur lequel un jour il faudra que je fasse une conférence, c'est par ce demi-clair matin. Expliquer un texte, c'est-à-dire transformer du Molière, du Corneille, du Racine, du Vigny en Laroumet, dire du Ronsard en Laroumet, dire en langage de Laroumet ce que Molière, Corneille, Racine, Ronsard, Vigny ont dit pour l'éternité en langage français, dire du Pascal en Havet. Ma modestie naturelle m'empêchera seule de conter ici comment le bon vieux monsieur Gazier, à ce même examen de licence ou à un concours de bourse de licence, voulut me forcer à mettre du Corneille en Péguy et voyant que je résistais, renonçant à me contraindre, entreprit délibérément de mettre du Corneille en Gazier. Ce fut joyeux, excepté pour moi, qui avait besoin de la moyenne. Ce bon petit vieux faisait les plaisanteries les plus spirituelles sur le dos de Corneille, qui est mort. Oh, le petit vieux hors des facétieux. Mon texte était de Polyeucte. Il y a dans Polyeucte, acte 5, 7-5. Pauline. Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas. Je vois Néarque et lui qui me tendent les bras. Ce n'était pas le passage que j'avais à expliquer, mais il y a aussi dans Polyeucte, acte 4e, scène 1, Polyeucte. Seigneur qui vois ici les périls que je cours, en ce pressant besoin redouble ton secours. Et toi qui, tout sortant encore de la victoire, regardais mes travaux du séjour de la gloire, cher Néarque, pour vaincre un si fort ennemi, prête du bout du ciel la main à ton ami. Le sinistre petit vieillard était joyeux, il ricanait. Il n'avait pas besoin d'avoir la moyenne, lui, et même il n'avait pas besoin de me la donner. Monsieur, vous n'avez rien à dire là-dessus? Non, monsieur. Frétillant. On pourrait dire au moins qu'il avait le bras long, Néarque, pour attraper la main de Polyeucte du haut du ciel. C'est bien, monsieur, je vous remercie. Mais comme il appartenait au genre grincheux, et non comme l'agréable monsieur Laroumet au genre satisfait, il me mit une mauvaise note. Ce que je fis, je me levai à mon tour de bête et m'en allai. Lâche autant que notre futur collaborateur Tarot. Je négligeais de lui mettre mon pied dans le derrière. Pourtant, j'avais 18 ans et j'aimais beaucoup Corneille.
Nous n'avons jamais eu de veine. J'ai toujours été d'une génération de lâches. À la fin, c'est embêtant. Une civilisation qui rend uniformément lâches les jeunes hommes de 18 ans est une sacrée civilisation. La charge est assez sérieuse. C'est contre cette manière d'expliquer les textes. D'après ce que je comprends, d'après ce que je vois, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une paraphrase. Mais bon, cette manière d'expliquer les textes, Peggy continuera de ne pas l'aimer et je ne l'apprécie guère, du moins telle que notre auteur nous la présente dans ces circonstances peu favorables, devoir passer un examen selon des règles très strictes. Mais 116 ans plus tard, puisque le texte date de 2005, 116 ans plus tard, avec tous les apports de la linguistique et de la stylistique, les croisements avec les sciences humaines, je m'inscris en faux contre Peggy. On peut expliquer des textes et rendre compte de la profondeur et de la richesse d'un texte. Il faut quand même de temps en temps marquer son désaccord avec Peggy, parce que sinon, moi, ce ne serait pas bon pour moi. Alors, deuxième grand point, la théâtralité des deux dramaturges selon Peggy. Comme vous le savez, le théâtre occupe une place importante dans la vie et l'œuvre de notre auteur, soit par les pièces qu'il a pu voir, au théâtre d'Orange par exemple. Je crois qu'il a vu un Oedipe roi de Sophocle assez saisissant, celle qu'il a pu écrire, comme Jeanne d'Arc ou le mystère des Saints Innocents, pièce à la dramaturgie bien particulière. Ça mériterait, Claire, je crois, une conférence entière, la dramaturgie de Peggy. Il y a aussi donc les pièces et les dramaturges dont Peggy a parlé longuement, surtout donc Racine et Corneille, pour lesquels il me semble dégager quelques points forts. La spécificité de l'art théâtral, dont il dit dans les suppliants parallèles, s'il était besoin de se convaincre une fois de plus que l'art du théâtre n'a sans doute rien de commun avec l'art de l'écriture, il suffirait de confronter la grandeur unique et réelle et réellement souveraine de ces représentations avec la pauvreté, la faiblesse, avec l'inanité du texte que formeraient assemblées les paroles mêmes qui étaient si grandes au cœur de représentation. Là, je rejoins très facilement Peggy sur cette voie, ayant moi-même souvent mieux compris les pièces en les voyant représentées sur une scène qu'en les lisant. C'était une sorte d'explication de texte sur le vif, beaucoup plus éclairante que les leçons d'histoire du théâtre ou même les explications du texte. Voici par exemple une leçon d'histoire du théâtre. Alors elle reprend le texte sur Monsieur Lançon, texte numéro 4. J'étais justement à l'école normale quand M. Lançon y vint enseigner. Je me rappelle encore comme si j'y étais, ces longues et ponctuelles et sérieuses leçons sur l'histoire du théâtre français, qui nous plongèrent dans une stupeur d'admiration. Je le dis sans ironie aucune, je n'ai pas envie de rire, et on peut m'en croire. Ça, c'était du travail. Il avait lu, il connaissait tout ce qui s'était publié ou joué, ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, de théâtre en France ou en français, jusqu'à Corneille. Et des leçons d'une composition et d'une succession admirables. Un tissu d'un serré. Tout se tenait. Il savait tout. Et on savait tout. Si celui-ci avait fait une Iphigénie, c'était parce qu'il était petit-neveu de l'oncle de celui-ci qui en avait ébauché une, et qu'il avait justement retrouvé cette ébauche dans les papiers de son beau-frère. Une fois, ça s'expliquait par les auteurs, une fois par les comédiens, une fois par les gazettes et une fois par les tréteaux. Tantôt c'était la faute à la cour, et tantôt c'était la faute à la ville. Tantôt c'était la faute aux gens du roi, et peut-être au roi lui-même, et tantôt c'était la faute aux bourgeois du Marais.
Et il y avait aussi l'Église et l'évêque qui avaient affaire aux comédiens. Enfin, c'était parfait. L'histoire du théâtre français était connue, percée, taraudée. C'était une histoire qui se déroulait comme un fil. L'événement avait les 2 bras attachés le long du corps et les jambes en long et les 2 poignets bien liés et les 2 chevilles bien ligotées. Il arriva une catastrophe. Ce fut Corneille. Nous allions notre petit bonhomme de chemin tout au long de ce long sentier de l'histoire du théâtre français. Vous avez remarqué à quel point Peggy peut manier l'ironie. Parce qu'au fond, pour Peggy, l'histoire du théâtre français commence avec Corneille. Les pièces qui avaient lieu auparavant, alors il y avait les mystères du Moyen-Âge, mais qui avaient un statut bien particulier. Au XVIe siècle, c'est Théodore de Bèze et Robert Garnier qui ne laissent des souvenirs que chez les agrégatifs et les thésards. Mais ce ne sont pas des mauvaises pièces, hein, enfin, elles gagnent encore à être connues. Mais le héros absolu de Peggy, on le voit, c'est Corneille. Et bien qu'il reconnaisse à Racine de grande qualité, une impeccable ordonnance, il lui reproche de se répéter. Il faisait toujours la même tragédie, qui était un pur chef-d'œuvre. Je reconnais que le propos, là aussi, est un peu ironique, un peu, mais parce qu'il replace le chef-d'œuvre dans son ensemble. Vous savez que dans la carrière de Racine, il y a donc 12 pièces en tout. Il y en a 10 qui ont été écrites dans un intervalle de 12 ans, hein, entre la Thébaïde et Phèdre, et puis 2 autres une dizaine d'années plus tard. Et la production théâtrale de Racine est assez peu conséquente, comparée à celle de Corneille, par exemple. Et surtout, c'est ce côté un petit peu arithmétique, et c'est vrai, et là, Peggy sera obligée de reconnaître que l'histoire littéraire, elle a ses vertus, son histoire, que Racine, il produit une pièce chaque année, parce que la cour le lui demande. Et comme il faut plaire à la cour, avant tout. Mais dans cette série, vous avez quand même Andromaque, Britannicus, Bérénice, Phèdre, excusez du peu. Outre la grâce, dont je parlerai dans ma partie suivante, ce dont Peggy regrette l'absence chez Racine, c'est la tendresse. Les vieux criminels, censément les plus endurcis de Corneille, ont le cœur plus pur que les plus jeunes adolescents, et surtout adolescentes, de Racine. L'impuissance à la cruauté des cornéliens est désarmante. La cruauté naturelle, profonde, des raciniens est sans limite, et cela sans aucune exception. Cette Iphigénie même, par exemple, pour nous en tenir dans ses notes, et dans cette inscription à un seul exemple, cette Iphigénie même, par exemple, dont on nous parle tout le temps, comme elle est déjà foncièrement cruelle, la cruauté des jeunes, la pire de toutes, la seule peut être irrévocable, implacable, infernale, irrévocablement condamnée, irrévocablement perdue, inguérissable et d'ailleurs littéralement monstrueuse, comme sa soumission à son père à un fond de cruauté, comme elle est bien déjà la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Cette réponse terrible à son père d'une sourde cruauté tragique. Mon père, cessez de vous troubler, vous n'êtes point trahi. Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ma vie est votre bien. Vous voulez le reprendre, vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis, que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis, je saurais, s'il le faut, victime obéissante, tendre au fer de Calcas une tête innocente.
et respectant le coup par vous-même ordonné, vous rendre tout le sang que vous m'avez donné. Il n'y a pas un mot, pas un vers, pas un demi-vers, pas un membre de phrase, pas une conjonction. Il n'y a pas un mot qui ne porte pour maître l'adversaire, le père dans son tort. Le dialogue racinien est généralement un combat, on pourrait dire constamment un combat. Dans le dialogue racinien, le partenaire est généralement constamment un adversaire. Le propre du personnage racinien est que le personnage racinien parle constamment pour mettre l'adversaire dans son tort, ne se propose que de mettre l'adversaire dans son tort, ce qui est le commencement même, le principe de la cruauté. Les personnages cornéliens, au contraire, qui sont la courtoisie, la générosité, même quand ils ne veulent pas, même quand ils ne veulent pas, ne parlent jamais que pour mettre l'adversaire, le partenaire, l'ennemi même dans sa raison, et ensuite vaincre libéralement cette raison. Cette cruauté est surtout une absence de tendresse. Ce n'est pas la cruauté dont parlera Antonin Artaud dans le théâtre Son double, une vingtaine d'années plus tard. La formule, hein, j'extrais une formule d'Antonin Artaud, les méfaits du théâtre psychologique venus de Racine nous ont déshabitués de cette action immédiate et violente que le théâtre doit posséder. Dans le théâtre de Racine, bien sûr, ce n'est pas cette action violente que le théâtre doit posséder, c'est, selon Peggy, l'absence de tendresse. Et puis, le programme d'Antonin Artaud était très difficile à réaliser, tellement difficile que la plupart de ses réalisations théâtrales ont été des échecs, et que c'est seulement à partir de Jean-Louis Barrault, à peu près, que les méthodes d'Antonin Artaud ont pu avoir une certaine capacité, une certaine efficacité. Cette absence de tendresse chez Racine, toujours selon Peggy, elle s'oppose donc à la générosité, à l'héroïsme des personnages de Corneille. L'opposition entre les personnages de ces deux dramaturges était déjà décrite, comme je l'ai dit tout au début, chez La Bruyère dans ses caractères, donc à la fin du XVIIe siècle. Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme au nôtre. Celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu'ils sont. Ça, c'est Racine. Corneille est plus moral, Racine plus naturel. Il semble que l'un imite Sophocle et que l'autre doit plus à Euripide. Des ouvrages de l'esprit, numéro 54. Voilà la dimension humaine du théâtre, cet aspect essentiel que sont les personnages et le langage qu'ils tiennent. Et ça, je reconnais chez Peggy cette qualité humaine qu'il a. Ce sont les personnages qui l'intéressent et leur qualité. C'est vrai que chez Racine, on peut reconnaître une certaine absence de tendresse, mais je ne crois pas qu'elle soit aussi généreuse, aussi générale que Peggy veut bien le dire. Pour en finir avec la question de la théâtralité, telle que Peggy la comprend, il y a aussi la question du sous-texte. Vous savez, comme disent les metteurs en scène modernes depuis Stanislavski, c'est-à-dire les intentions du personnage lorsqu'il prend la parole. Peggy voit une certaine violence et c'est dans Iphigénie encore qu'il la repère. Le texte 6, Il n'y a pas de danger que Iphigénie soit insolente. Elle est infiniment pire. Sous chacune de ses paroles, sous ses silences même encore plus, sous chacun de ces silences couvre une insolence qu'elle veut bien ne pas dispenser. Une impertinence volontairement restreinte, réduite, reconduite, tenue en main, tenue en guide, une insolence, une impertinence royale. Fille de roi, quel roi? Secrètement fille d'Atride. Ou le dernier, le pire de tout, une insolence de tendresse, une impertinence tendre. Et déjà, dit Lion, présageant la conquête,
D'un triomphe si beau, je préparais la fête. Je ne m'attendais pas que, pour le commencer, mon sang fût le premier que vous dussiez verser. Non que la peur du coup dont je suis menacée me fasse rappeler votre bonté passée. Ne craignez rien, mon cœur de votre honneur jaloux ne fera point rougir un père tel que vous. Et si je n'avais en que ma vie à défendre, j'aurais su renfermer un souvenir si tendre. Mais à mon triste sort, vous le savez, Seigneur, une mère, un amant attaché leur bonheur. Un roi digne de vous a cru voir la journée qui devait éclairer notre illustre Hyménée. Déjà sûr de mon cœur à sa flamme promis, il s'estimait heureux, vous me l'aviez permis. Il sait votre dessein, jugez de ses alarmes. Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes. Pardonnez aux efforts que je viens de tenter pour prévenir les pleurs que je vais leur coûter. Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime, mais ils vous ont nommé. Un oracle cruel veut qu'ici votre sang coule sur un autel. Pour défendre vos jours de leur loi meurtrière, mon amour n'avait pas attendu votre prière. Je ne vous dirai point. Il y a dans les vers de Racine que vous avez entendus, à mon avis, souvent beaucoup de tendresse. Excuse-moi, Charles Péguy. Mais on voit aussi qu'il a fort bien compris cette notion de sous-texte telle qu'elle apparaît chez Racine. Et la générosité des personnages cornéliens, par exemple, elle n'est pas seulement affichée comme valeur, elle est dans l'intention des personnages. Il y a un sous-texte. Je n'ai pas eu, puisque je n'avais que 10 ans quand il a disparu, mais j'ai entendu Gérard Philipe dire Corneille, le Cid, et je dois dire cette générosité, elle était très, très, très présente. Donc, nous avons pu voir comment Péguy comprenait la théâtralité, c'est-à-dire que c'est une dynamique des personnages, des valeurs certes, mais une dynamique sur la scène. Peut-être moins forte, moins violente que chez Antonin Artaud, mais en tout cas beaucoup plus accessible. La grande différence, et ce sera mon troisième point, entre Corneille et Racine, c'est la question de la grâce et de la disgrâce. Donc là, c'est pas seulement théâtral, c'est aussi théologique, et ça concerne la question de la grâce. Alors, vous savez qu'au XVIIe siècle, la question de la grâce, c'est-à-dire ce qui vient pour nous sauver du péché originel, cette question est très grave. Elle a divisé de façon terrible les jésuites et les jansénistes de Port-Royal. Et Racine, qui a été assez proche de ces derniers, en tout cas dans son adolescence, les a peu à peu quittés parce qu'il voulait satisfaire son ambition. Philippe Sellier, qui est quand même un des grands connaisseurs de Port-Royal, dit que c'est surtout une hantise de l'innocence persécutée. C'est cela qu'il a gardé de Port-Royal et pas beaucoup plus. Il y a une innocence persécutée. Péguy y voit beaucoup plus. Mais qu'est-ce que la grâce? Vous savez que c'est cette faveur dont témoigne Dieu en notre faveur, hein, lors du baptême, de l'Eucharistie, charis en grec, c'est la grâce, et du pardon. Pour les jésuites, je simplifie, la grâce est suffisante pour agir. Tout le monde la reçoit, mais pour rendre grâce, il faut des œuvres, des prières. Pour les jansénistes, la grâce est efficace,
mais seuls certains élus la reçoivent, les autres ne seront pas sauvés. Or, nous savons que Charles Péguy ne supportait pas cette idée du péché originel et il ne pouvait accepter que des personnages puissent ne pas recevoir le salut. Écoutons dans Victor-Marie Comte Hugo ce passage sur la grâce et la disgrâce. Texte numéro 7. Quand nous ferons à notre tour, quand nous referons après tant d'autres le célèbre parallèle, si inégal, de Corneille et de Racine, nous reconnaîtrons aisément, ce sera une de nos premières constatations, une de nos reconnaissances capitales, mais une de nos reconnaissances, pour ainsi dire, préliminaires, sur le seuil, avant le seuil, que Corneille ne travaille jamais que dans le domaine de la grâce et que Racine ne travaille jamais que dans le domaine de la disgrâce. Corneille n'opère jamais que dans le royaume du salut. Racine n'opère jamais que dans le royaume de la perdition. Corneille n'a jamais pu faire des criminels et des pécheurs, ces plus grands criminels et ces plus grands pécheurs, qui ne fussent éclairés de quelques reflets, de quelques lueurs de la grâce, qui ne fussent nourris de quelque infiltration de la grâce, abreuvés, qui ne se sauvassent en quelque point, en quelque sorte, de quelque manière. Et même les sacrés de Racine sont pétris de disgrâce. Ce n'est donc pas seulement un débat sur l'optimisme et le pessimisme, c'est beaucoup plus profond. Les personnages de Corneille sont tous éclairés de quelques reflets, de quelques lueurs de la grâce. La redondance lexicale sur le thème de la lumière, éclairé, reflet, lueur, le montre assez. Tandis que ceux de Racine sont dans le royaume de la perdition, ou pétris de disgrâce. Et c'est sûr que le rapprochement phonétique entre perdition et pétri insiste sur cette situation des personnages raciniens. Mais notre auteur, Charles Péguy, applique à merveille la formule de Marcel Proust, chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. Je trouve donc qu'il exagère dans la disgrâce. Moi, j'ai à l'esprit les personnages de Junie dans Britannicus ou dans Andromaque, ou même d'Iphigénie, sont des personnages qui ne sont, à mon avis, pas dans la disgrâce, mais c'est ma lecture du texte. Je crois que Péguy voit cette disgrâce, eh bien, pourquoi pas, admettons-le. Maintenant, voyons chez Corneille cette question de la grâce, et Corneille est très présent dans un autre texte, un des derniers de Charles Péguy, dans la note conjointe sur Monsieur Descartes. Corneille nous montre comment la grâce agit, comment elle surprend, comment elle saisit, comment elle pénètre. Notre malheureux propos aujourd'hui est de constater comment elle n'agit pas, comment elle ne pénètre pas. Et alors, Corneille triomphe, mais nous ne triomphons pas. Corneille triomphe. S'il s'agit de considérer les ravages de la grâce, tout est merveille et tout sera émerveillement. J'aime beaucoup cette image de la grâce qui nous surprend. Péguy a vraiment le don des oppositions, voire des oxymores. Les ravages de la grâce, c'est tout à fait étrange. Et puis cette opposition entre
le triomphe des personnages de Corneille et notre absence de triomphe. Et dans cette terrible période de juillet 14, il semble puiser des forces chez Corneille. L'héroïsme, sûrement comme dans le Cid. Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front de ma assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous ne vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient leur courage. Reprenaient leur courage. C'est fort, c'est pas seulement ils reprenaient du courage, ils reprenaient leur courage, le courage qu'ils avaient eu, et que là, ils reprennent en voyant les autres. On comprend comment le Péguy de juillet 14 a pu être touché par ce texte, il l'a lu à ce moment-là. En tout cas, il peut l'avoir à l'esprit. Et ça a pu lui donner le courage dans ces temps perturbés, et sans bien sûr savoir la tragique issue qui l'attendait. Pour en terminer avec cette question de la grâce, voici un des pouvoirs de ce don de Dieu, la contagion. Bon, c'est peut-être un mot à ne pas prononcer en ce moment, mais à la fin de Polyeucte, le personnage de Félix, sénateur romain et gouverneur d'Arménie, est lui aussi touché par la grâce. Texte 9. Ne me reprochez plus que par mes cruautés, je tâche à conserver mes tristes dignités. Je dépose à vos pieds l'éclat de leur faux lustre, celle où j'ose aspirer et d'un rang plus illustre. Je m'y trouve forcé par un secret tapage, je cède à des transports que je ne connais pas, et par un mouvement que je ne puis entendre de ma fureur, je passe aux ailes de mon gendre. C'est lui, n'en doutez point, dont le sang innocent pour son persécuteur prit un Dieu tout-puissant. Son amour répandu sur toute la famille tire après lui le père aussi bien que la fille. J'en ai fait un martyr, sa mort me fait chrétien. J'ai fait tout son bonheur, il veut faire le mien. C'est ainsi qu'un chrétien se venge et se courrouce. Heureuse cruauté dont la suite est si douce, donne la main, Pauline, apportez des liens, immolez à vos dieux ces deux nouveaux chrétiens, je le suis, elle l'est, suivez votre colère. Qu'heureusement enfin je retrouve mon Père, cet heureux changement rend mon bonheur parfait. Il s'agit donc ici d'une contagion de la grâce et non d'une contagion du Covid-19. Sans commentaire, voilà qui nous a amené à la pièce indestructible, indiscutable, c'est ce que dit Péguy lui-même à propos de Polyeucte. Il a placé cette pièce à côté de la 9e symphonie de Beethoven, les œuvres de Rembrandt, de Michelet, de Pascal. Je pense que pour les deux derniers, il faudrait une conférence, je vais y travailler. Péguy et Polyeucte, 4e et dernière partie. Alors, je dois dire que pour écrire cette dernière partie, j'ai trouvé de riches éclaircissements dans les articles de Pauline Brulet et de Françoise Gerbeau, justement consacrés à Polyeucte, qui ont été, je crois, des membres de l'amicale Charpic. Donc, pour en terminer avec cette causerie, pour en finir avec cette rencontre entre Péguy, Racine et Corneille, dont l'auteur de Cinna et de Horace sort incontestablement vainqueur, il faut évoquer la relation particulière, constante, que Péguy a entretenue avec cette pièce, triplement intitulée Polyeucte, martyr, tragédie chrétienne. En 1908, pour célébrer le 10e anniversaire des cahiers de la quinzaine, anniversaire donc qui aura lieu en 1910, Péguy prépare une édition commémorative de Polyeucte et il écrit dans le texte de présentation, vous allez retrouver l'idée de l'explication de texte, on n'attend pas de nous que nous soyons assez barbares pour aller alourdir, altérer un texte, surtout et infiniment moins un tel texte, le déshonorer de nos misérables commentaires. Il est aussi fidèle
à sa conception du commentaire de texte. Mais nous voyons aussi à quelle hauteur il situe cette pièce de Corneille pour Peggy. Pour des raisons, je crois, financières, ce projet n'a pas pu aboutir. Dans la remarquable édition des œuvres complètes en prose de Peggy, il y a pas moins d'une 60aine de références à la seule pièce de Polyeucte, dont certaines font plusieurs pages. Pourquoi y revient-il si souvent? Pour la qualité de cette pièce, sûrement, pour la valeur héroïque de son héros, sans aucun doute. Mais si on entre dans le détail, et surtout dans la relation de l'auteur avec son personnage, Polyeucte est un converti ardent face à la tiédeur de ses proches, qui ne le sont pas encore. On ne peut pas ne pas penser à la situation de Peggy lui-même. Écoutons ces stances où le héros compare la fragilité des attachements terrestres à la béatitude céleste pour se sentir plus ferme face à Pauline. Source délicieuse en misère féconde, que voulez-vous de moi, flatteuse volupté, honteux attachement de la chair et du monde, que ne me quittez-vous quand je vous ai quitté? Allez, honneur, plaisir qui me livrez la guerre, toute votre félicité sujette à l'instabilité en moins de rien tombe par terre, et comme elle a l'éclat du verre, elle en a la fragilité. Ainsi, n'espérez pas qu'après vous je soupire, vous étalez en vain vos charmes impuissants, vous me montrez en vain partout ce vaste empire, les ennemis de Dieu pompeux et florissants. Il étale à son tour des revers équitables, par qui les grands sont confondus et les glaives qu'il tient pendus sur les plus fortunés coupables sont d'autant plus inévitables que leurs coups sont moins attendus. Tigre altéré de sang, décis impitoyable, ce Dieu t'a trop longtemps abandonné les siens, de ton heureux destin vois la suite effroyable, le Scythe va venger la Perse et les chrétiens. Encore un peu plus outre et ton heure est venue, rien ne t'en saurait garantir, et la foudre qui va partir, toute prête à crever la nue, ne peut plus être retenue par l'attente du repentir. Que cependant Félix m'immole à ta colère, qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux, qu'aux dépens de ma vie il s'en fasse beau-père et qu'à titre d'esclave il commande en ces lieux. Je consens, ou plutôt, j'aspire à ma ruine. Monde, pour moi tu n'as plus rien. Je porte en un cœur tout chrétien une flamme toute divine, et je ne regarde Pauline que comme un obstacle à mon bien. Sainte douceur du ciel, adorables idées, vous remplissez un cœur qui vous peut recevoir de vos sacrés attraits, les âmes possédées ne conçoivent plus rien qui les puisse émouvoir. Vous promettez beaucoup et donnez davantage, vos biens ne sont point inconstants, et l'heureux trépas que j'attends ne vous sert que d'un doux passage pour nous introduire au partage qui nous rend à jamais contents. C'est vous, ô feu divin que rien ne peut éteindre, qui m'allez faire voir Pauline sans la craindre. Je la vois, mais mon cœur d'un saint zèle enflammé n'en goûte plus l'appât dont il était charmé. Et mes yeux, éclairés des célestes lumières, ne trouvent plus aux siens leur grâce coutumière. J'ai voulu vous faire entendre, et je te remercie Violaine, j'ai voulu vous faire entendre ces stances de Polyeucte en entier. C'est une prière à Dieu, et puis en même temps, c'est tellement proche, je trouve, de Peggy, ce déchirement qui est très, très, très présent, qui veut à la fois s'éloigner de la faiblesse humaine et qui est présent. On comprend que l'ardent Peggy ait pu admirer ce martyr et qu'il ait pu voir dans cette pièce beaucoup plus qu'une tragédie, comme il le dit dans la note conjointe sur M. Descartes.
S'il n'y avait point dans Polyeucte cette tragédie sacrée incomparable, et d'ailleurs unique, alors il nous apparaîtrait que la tragédie profane que nous avons dans Polyeucte est la plus pleine et la plus pure et la plus antique et la plus profonde, et si je puis dire ensemble, la plus gracieuse et la plus grave et la plus sacrée tragédie profane de l'amour et de l'honneur que nous ayons. Mais quelle ne faut-il pas que soit la grandeur d'une tragédie sacrée qui nous masque à ce point toute l'autre? Et que dire d'une poétique qui, dans l'espace de 5 actes, peut ainsi à un monde superposer un autre monde? Car c'est bien de cela qu'il s'agit pour Peggy depuis quelques années. Face à la montée des périls en Europe depuis 1905, depuis 1905, où il faudra se montrer un patriote héroïque, face aux difficultés amoureuses avec Blanche Raphaël, où le respect de la parole donnée à Charlotte sera dominant, face au double défi de sa propre conversion et de l'impossibilité de participer au sacrement, face aux difficultés financières, il faut être un héros, avec des modèles prestigieux. C'est pour ça que Polyeucte... C'est pour cela que Polyeucte est une œuvre qui demeure constamment dans la catégorie du bonheur, dans la catégorie d'être heureuse, et dans la catégorie de l'honneur, et dans la catégorie de la grâce. Et c'est pour cela qu'il faut mettre ensemble Polyeucte et Saint-Louis, Corneille et Joinville, d'une part, et de l'autre part, Jeanne d'Arc et Jésus. Et c'est pour cela qu'il faut dire que c'est Jeanne d'Arc qui a réalisé la plus fidèle et la plus prochaine imitation de Jésus-Christ. Peggy ne pouvait pas ignorer que Corneille, avant l'amener au XIXe siècle, avait été le traducteur de ce bréviaire du chrétien, l'imitation de Jésus-Christ, écrit au XVe siècle. Cette pièce de Corneille est donc riche de ce stoïcisme chrétien qu'on retrouve dans tout le XVIIe siècle et jusque dans la dernière pièce de Corneille, Suréna, comme dans ce quatrain qui est terrible. Je veux qu'un noir chagrin, un pâleur me consume, qu'il me fasse à longs traits goûter son amertume. Je veux, sans que la mort ose me secourir, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Dans les œuvres en prose de Peggy, on trouve bien d'autres références à Polyeucte, tant cette pièce a habité sa vie littéraire, morale et religieuse. Le lien que vous avez entendu entre Polyeucte et Jeanne d'Arc et Saint-Louis et les auteurs, Joinville pour Saint-Louis, Corneille pour Polyeucte et pour Jeanne d'Arc, nombreux auteurs, dont Peggy lui-même, bien sûr. Ces personnages montrent à l'envie que Peggy veut montrer combien Polyeucte est une pièce religieuse. Peu de textes d'autrui ont habité à ce point la vie et l'œuvre d'un auteur. Je ne me suis pas amusé à faire des statistiques ou faire des recherches, mais là, je dois dire que Corneille, dans l'œuvre de Peggy, depuis Victor-Marie contre Hugo, et certainement dans d'autres textes avant, jusqu'à la note conjointe sur M. Descartes, c'est aussi présent que les évangiles ou les lettres de saint Paul pour un chrétien. Voilà, pour conclure, moi je n'ai jamais pu trancher entre Racine et Corneille,
J'ai eu la chance extrême de voir des mises en scène de Racine par Chéreau, par Vitesse, et pour Corneille, des mises en scène de Brigitte Jacques Bachmann. Je me rappelle même être allé voir Polyeucte dans la mise en scène de Brigitte Jacques Bachmann 3 jours de suite, tellement c'était fort. Ces deux dramaturges m'ont toujours paru d'une grande force, mais la lecture de Péguy leur a donné, même Racine, qu'il aime moins à cause de la disgrâce, ça a été un enrichissement. Alors, je vous remercie de votre bienveillante attention et si vous venez pour la première fois sur le site de l'Amitié Charles Péguy, je vous engage à venir la soutenir en y adhérant afin que la pensée et les œuvres de cet auteur soient mieux connues encore. Même si on n'est pas d'accord avec Péguy, c'est toujours intéressant de le lire. Je vous remercie. Merci beaucoup Robert pour cette très brillante et instructive approche. Donc je crois que maintenant nous disposons d'un bon quart d'heure pour échanger si nous le souhaitons toutefois. Donc s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent prendre la parole ou poser une question, eh bien elles peuvent le faire. Je précise en activant bien sûr leur micro qui doit être coupé pour l'instant. En pied d'image à gauche. Alors moi, j'aurais une question pour Robert. Est-ce que vous savez, en fait, si Péguy a été uniquement lecteur de Racine et Corneille ou s'il a assisté à des représentations? Alors, pour être très honnête, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai seulement trouvé qu'en 1910, il y avait une mise en scène d'Iphigénie qui avait fait un grand bruit, et, parce qu'elle était assez audacieuse. Et j'en ai eu un écho dans les œuvres en prose, mais c'est tout. Oui, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est avant tout un lecteur qui médite le texte. Et même s'il saisit les intentions des personnages, comme vous l'avez dit, le sous-texte, c'est quand même un univers, me semble-t-il, de mots et d'idées. Et la fameuse théâtralité, la dramaturgie, est-ce qu'on peut l'apercevoir dans ces analyses? Ah ben on la voit bien notamment dans je crois, un passage que je vous avais lu, où il trouvait que quand on revenait au texte, après avoir vu la pièce, ça lui semblait d'une grande pauvreté, même il disait d'une inanité. Donc je suis à peu près sûr qu'il a dû assister, mais à des représentations. Mais comme Péguy avait un emploi du temps, vous le savez, extrêmement riche, et qu'une fois qu'il avait travaillé au cahier de la quinzaine, il se précipitait pour rentrer chez lui, pour prendre le train. Je ne sais pas s'il avait beaucoup le temps d'aller voir des pièces. En tout cas, les pièces qu'il a pu voir, et l'exemple que j'ai, c'est l'exemple d'Oedipe Roi de Sophocle qu'il a vu au théâtre d'Orange, où il en a été fortement impressionné. Donc, pour lui, la représentation, c'est intense. C'est quelque chose d'intense. Bon, maintenant, je n'en ai pas vu beaucoup de comptes rendus écrits comme on aurait pu s'y attendre. Mais finalement, peut-être que c'est peut-être parce que son approche du théâtre est quand même très livresque. Le théâtre, c'est un chapitre de l'histoire littéraire de la France, même s'il est très critique avec Lançon. On voit bien comment il a été introduit au théâtre classique, c'est par des cours d'histoire littéraire, c'est par la lecture des textes. Et je me demande si
ce que nous percevons avec notre sensibilité moderne des œuvres de ces auteurs et qui pourraient nuancer l'approche de Peggy, notamment tout ce que vous avez dit sur la présence malgré tout de la grâce et de la tendresse à travers certains personnages de Racine. Peut-être que c'est lié au fait que nous avons justement eu accès à ces mises en scène subtiles, enfin, qui apportent vraiment quelque chose à l'interprétation. Enfin, c'est une pensée qui me vient à vous écouter, que il y a quand même peut-être un décalage entre notre perception et celle de Peggy, outre le fait que des goûts et des couleurs, bon, c'est différent pour chacun, et le fait que son analyse, enfin, je ne sais pas si c'est une analyse, son avis très tranché et porteur de sens, néanmoins, il manque peut-être ce à quoi nous avons accès en tant que spectateurs, de très grandes mises en scène que lui n'a pas vu par force. Quand on lit Peggy, vous êtes tous des amateurs de Peggy, cette expérience de la lecture de Peggy, de la lecture à haute voix de Peggy, c'est d'une force incroyable. On a l'impression, lorsqu'il écrit, qu'il revit, et il lui suffit de parler d'Iphigénie ou de Pauline ou de Félix ou de Polyeucte lui-même pour vivre la situation des personnages. C'est quelqu'un, et vous avez raison Claire de dire que c'est quelqu'un qui est quand même énormément dans les livres, il est dans les livres, il est aussi beaucoup dans l'écriture. Il est en train en écrivant, il revit tout ce qui est tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a bouleversé. Et c'est vrai que les explications de texte qu'il a pu recevoir ne pouvaient pas satisfaire ce besoin qu'il avait d'entendre la vibration que le texte théâtral a pu lui donner. Moi, j'ai eu la chance d'être un étudiant de Pierre Lartomat, et Pierre Lartomat qui a écrit un livre qui est la référence de tous les étudiants en lettres, qui s'appelle « Langage dramatique ». Et Pierre Lartomat nous disait tout le temps que le texte théâtral était toujours une sorte d'au-delà du texte. J'ai l'impression que Peggy, quand il commente Polyeucte, il est déjà dans cet au-delà du texte. Même si il ne décrit pas précisément toutes les mises en scène. Je ne sais pas ce qu'il penserait de certaines mises en scène actuelles ou certains metteurs en scène. Alors, je vais peser mes mots parce que il y a certains metteurs en scène qui sont des dictateurs et qui font venir le texte à eux et qui le détournent de façon parfois scandaleuse, mais il y en a. J'ai cité Brigitte Jacques-Wajman, mais on pourrait citer aussi, il y avait regretté Patrice Chéreau, qui avait des mises en scène très audacieuses, mais en même temps qui étaient tellement dans la force du texte. Ça, quand on a vu Phèdre avec Dominique Blanc, on a l'impression que le théâtre, c'était autre chose. C'était tout à fait autre chose. Et je trouve que Peggy nous donne cette petite idée de l'au-delà du texte. Si je peux intervenir. Oui, Dominique, oui. Oui, bon, rebonjour à tous. Je viens de regarder dans le moteur de recherche sur les archives du spectacle. Je n'ai trouvé qu'une représentation de Polyeucte en 1907 à la Comédie Française avec Mounet et Sully évidemment dans le rôle titre. C'était le grand tragédien de l'époque. Donc, je ne pense pas que c'était très donné à la belle époque, Polyeucte. On était plutôt dans le théâtre racinien avec ce que pouvait faire Sarah Bernard, mais c'était un peu la pièce était un peu désaffectée. J'en ai trouvé qu'une seule en 1907. Donc,
d'après cette archive, bien sûr. Et je suis d'accord aussi avec Robert sur la mise en scène de Patrice Chéreau avec Dominique Blanc dans Phèdre, qui était aux ateliers Berthier. C'était absolument incroyable. Et alors là, pour le coup, contrairement à vous, je rejoindrais plutôt Peggy sur parfois la difficulté de l'explication de texte, notamment de l'explication de texte pour des textes de théâtre. C'est assez compliqué. J'avoue que en tant que professeur de lettres, je ne prends que très rarement des œuvres de théâtre à mon programme. Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'explication des textes de romans ou bien sûr de la poésie, mais c'est la poétique du théâtre, j'ai personnellement du mal. J'ai toujours peur de faire de la paraphrase. Pour moi, le théâtre, ça doit être effectivement vécu, donné, interprété avec cette prégnance des personnages, et c'est ce que vous nous avez dit sur Peggy, en fait, c'est qu'il aimait les personnages, en fait, hein, avant l'histoire, non? C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Oui, merci Dominique. Alors, je regarde quand même l'heure. Oui. Hein. On va arrêter là, c'est ça? On va arrêter là. Voilà, alors... Petite question, Claire. Il y a un grand metteur en scène, Peggy, si j'ose dire, péguiste, c'est Robert Marcy, qui doit être centenaire en principe aujourd'hui. Il est né en 1920, je crois, et qui a fait une grande mise en scène qui était donc de l'aveu de Jean-Luc Génère, qui avait servi de modèle à Jean-Luc Génère pour la reprise du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc au Théâtre du Nord-Ouest. Et est-ce qu'on connaît, donc je pose la question à Robert, est-ce qu'on connaît une mise en scène de Robert Marcy, donc, ou pas, sur ces grands classiques à la fois de Peggy et de donc Corneille essentiellement? Voilà. Je dois vous quitter parce que je dois rentrer chez moi et revenir être chez moi avant le couvre-feu. Et payer 135 € pour un couvre-feu, c'est un peu cher payé. Je préfère m'acheter de l'île de la Pléiade à la place. Donc, je vous quitte, je vous remercie de votre attention et j'étais très content de parler encore de Peggy. Merci beaucoup Robert. Donc, on se quitte sur une question sans réponse, mais c'est un appel à continuer la discussion sous une autre forme la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on vous tiendra au courant parce que le programme se bâtit un petit peu au fur et à mesure. Cette année, c'est vraiment particulier. Et encore merci à ceux qui ont suivi la séance. Et donc, à bientôt. Bonne soirée à tous et merci encore. Merci à Serge pour son pilotage. Merci à vous. Hervé. Est-ce qu'il faut qu'on...